Le XXe siècle fut le siècle des dictateurs. Hitler, Mussolini, Staline, Lénine, Franco, Pétain, Mao, Kadhafi, Ceausescu, Kim Jong-il, Saddam Hussein, Videla, Pinochet ou Mobutu, ils sont nombreux à avoir régné dans le sang et parfois longtemps sur tous les continents. Qu'ils aient été fascistes, communistes ou nationalistes, tous ont un point commun. Leur mort fut toujours un moment très spécial dans l'histoire. Entre célébration et relégation, glorification et occultation, vénération et disparition, la postérité des dictateurs aussi donne toujours lieu à des événements extrêmes. Un dictateur ne meurt jamais comme tout le monde. Le plus marquant fut le sort de l'Italien Benito Mussolini. Le dictateur dirigea l'Italie de 1922 à 1945 lors d'une guerre civile qui fit des centaines de milliers de morts et fut l'allié d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Il finit fusillé, puis pendu à la Libération, dans une sorte de catharsis populaire. Vu l'importance de cette figure, Mussolini, qui pendant plus de 20 ans a dominé la scène, a fait que son corps physique était devenu le corps politique de l'Italie. Que doit-on faire? Il y a eu l'idée d'exposer ce corps, montrer qu'il était bien mort, que le tyran était bien mort. Les corps sont tout d'abord par terre, au sol, jetés à ça, au sol, en vrac, et on va avoir une véritable scène de lynchage sur ces corps. On va s'acharner particulièrement sur le corps de Mussolini. Et on en arrive à un moment où les partisans se disent « il faut qu'on fasse quelque chose ». Et ils vont hisser, c'est la fameuse scène, on voit les corps pendus à la station-service, pendus par les pieds. Celui qui était debout, comme un César romain, est pendu par les pieds. Donc il s'agit pour la foule, qui se défoule précisément, de renverser l'ordre politique et d'exorciser ce qu'on appelle le vingennio, les 20 ans, 23 ans en l'occurrence, de fascisme. La violence du traitement du corps de Mussolini, épousant d'ailleurs la violence qu'a représentée la dictature atroce de la République de Mussolini, qui était un régime ultra-criminel. Ce sont des situations plutôt de mort-vengeance, qui elles sont généralement très spectaculaires, mais on s'aperçoit qu'au fond, la mort n'efface rien. Elle n'est pas la solution. Pourquoi? Elle ne répare pas, en tant que telle, la mort d'un dictateur, en tant que telle, ne répare pas les victimes. Elle ne démythifie ou démystifie pas nécessairement le dictateur, et elle ne pacifie pas nécessairement la société civile concernée par les actes de ce dictateur. Donc c'est pas parce qu'il est mort que ça s'arrête là. Ça ne s'arrête pas là. Et ça peut continuer, et dans ce ça, il y a beaucoup de choses. L'héritage, ce fameux héritage de cette politique criminelle, de cette politique dictatoriale, eh bien ce ça peut non seulement durer encore longtemps, mais peut vivre cette vie post-mortem du dictateur, peut être un rebondissement. Qu'est-ce qui va se passer? Mussolini va devenir un martyr. Les autorités italiennes vont réussir à récupérer le corps. Mais ce corps fait tellement peur que pendant, jusqu'en 1957, on va maintenir le secret de l'endroit où on a enterré provisoirement Mussolini. Nous sommes dans une période d'incertitude. C'est là qu'on voit que le corps mort continue de faire peur. Et en 1957, on se décide quand même à rendre ce qui reste de la dépouille de Mussolini. Et c'est à partir de là que vont s'organiser de véritables pèlerinages qui vont venir honorer
la dépouille de Mussolini. La particularité des dictateurs, c'est qu'il faut garder évidemment à l'esprit que nous sommes en train de parler de personnes qui sont responsables d'une politique criminelle de masse. Quelle que soit la manière dont on qualifierait les crimes en question, génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre ou que sais-je encore, persécution, massacre, il n'empêche que nous sommes en train de parler de personnes qui ont mis en place une politique criminelle de violence politique de masse. Donc, évidemment, les enjeux entourant leur disparition, sous quelque forme que ce soit, sont non seulement profondément importants, mais traversent le temps. L'enterrement de Mussolini en 1957 marquera en effet le début d'un culte qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Un autre dictateur, lui, ne fera jamais l'objet d'un culte. C'est le plus grand criminel du XXe siècle, Adolf Hitler. Hitler qui mit l'Europe à feu et à sang et créa les camps d'extermination nazis dans lesquels périrent plus de 6 millions de juifs, décida de se suicider dans son bunker quand il devint clair que sa guerre était perdue. Il va apprendre tout ce qui s'est passé pour Mussolini, le 28, le 29 avril 1945. Et les Russes sont à proximité. Et il est désormais temps de faire le choix final. Et le 30 avril, eh bien, vers 16 heures, il va passer à l'acte. Il passe à l'acte. Et il passe à l'acte dans des conditions où il ne peut pas se louper. Il a 2 revolvers. Il avait toujours une arme sur lui. Et il a la pastille de cyanure. Il va avaler la pastille de cyanure. Et il se tire en même temps une balle dans la tête. Et c'est là qu'il a cette fameuse déclaration. Il dit expressément: il est hors de question qu'on puisse récupérer mon corps après ma mort. Et il ordonne de procéder à la crémation de son corps. Donc pour Hitler, son corps devait disparaître. Et il ne pouvait d'autant pas survivre qu'il n'était pas question, comme il l'a dit, que son corps soit exhibé en Russie ou ailleurs. Il faut voir que Hitler est quelqu'un qui est obnubilé par les rituels de la Rome antique. Quelqu'un qui est passionné d'histoire ancienne et singulièrement d'histoire romaine. Donc il connaît très bien cette histoire ancienne et il la revendique pour la construction de son empire. Mais il en connaît également les rituels négatifs, en l'occurrence le rituel du triomphe du général vainqueur qui traîne avec lui les prisonniers qu'il a fait, en l'occurrence les chefs ennemis, lesquels chefs ennemis participent à la parade victorieuse du général vainqueur, avant d'être égorgés dans une prison de la ville. C'est pour ça que, 1, il décide de se suicider, et 2, il refuse que son corps devienne l'objet d'une procédure triomphale de cet ordre-là, à la romaine. Mais dans Berlin dévasté, le corps d'Hitler n'est pas entièrement brûlé. Les Russes, qui arrivent les premiers à Berlin, vont hésiter sur la conduite à tenir avec ces restes bien encombrants. Il y a deux moments dans la mise en scène soviétique de la mort d'Hitler. Premier moment, c'est la création d'un faux. Les soviétiques estiment qu'ils ont besoin d'une image parlante, donc ils prennent un cadavre qu'ils ont trouvé dans les environs de la chancellerie, qui ressemble vaguement à Hitler, ils lui mettent une moustache et ils lui mettent un portrait d'Hitler sur le torse pour montrer qu'il y a ressemblance et que c'est bel et bien le Führer là dont on a retrouvé le corps. Ça ne marche pas dans la mesure où la ressemblance n'est pas exacte. Alors là, les soviétiques se rendent compte qu'ils ont fait une erreur en termes de communication, comme on dirait aujourd'hui, et ils disposent de ces quelques ossements calcinés, qui ne sont en rien spectaculaires, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une mise en scène de propagande, et donc ils décident de ne rien faire. De manière, au fond, assez habile, parce qu'il s'agit de dire que, certes, le Reich est vaincu, mais que
il y a une forme de dieu ou de démon caché. Et qu'au fond, la menace peut encore exister, au moins à l'état latent, à l'état potentiel, ce qui permet de tenir le monde encore un peu en haleine, voire dans un petit état de mobilisation politique et militaire. Alors, Staline le sait qu'Hitler est mort, mais il ne le dit pas. Voilà. Lorsque la mort survient par suicide, donc quand elle est l'expression d'une conscience et d'une volonté du dictateur de s'échapper finalement, et donc d'échapper aussi à la justice, elle est très problématique pour ceux qui restent. Cette fin de vie du dictateur peut nourrir, faciliter toute une fantasmagorie autour de la fin du tyran qui vient parasiter le travail de mémoire et le travail aussi juridique qui peut être fait au-delà du trépas. Je pense notamment à des phénomènes de spectralisation en fait, du dictateur, qui devient une sorte de fantôme, qui génère plein de théories complotistes. Finalement, peut-être qu'il ne s'est pas vraiment suicidé. Où est le corps? Est-ce que le suicide ne masquerait pas une fuite, un exil vers un ailleurs? Quel ailleurs? Qui l'aurait protégé? Où aurait-il survécu? A-t-il eu des descendants? Qui sont ses descendants? Voilà. Donc le suicide, les situations de suicide peuvent, dans certains cas, alimenter ce type de fantasmagorie empoisonnante, finalement. Les restes d'Hitler vont donc demeurer enfermés derrière les épais murs du KGB, les services secrets russes, pendant toute la durée de la guerre froide. Je pense qu'à un moment donné, vraiment, c'est pas des cadavres exquis, c'est des cadavres encombrants, très encombrants, et qu'il faut plutôt temporiser. Je crois que c'est des cadavres qui sont tellement importants que on manipule quand même à chaque fois la mémoire nationale, voire internationale. Manipuler la mémoire des Allemands alors que l'Allemagne est au cœur de la guerre froide, c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Le FSB, nouveau nom du KGB, va tout de même présenter ses ossements à la presse mondiale en avril 2000. S'il y a toujours une controverse sur l'authenticité du crâne, il est en revanche aujourd'hui tout à fait certain que ce sont bien les dents d'Hitler qui sont conservées à Moscou. Un crâne que l'on ne risque pas de retrouver avant longtemps, c'est celui d'un autre dictateur sanguinaire, le colonel Kadhafi, en Libye. Kadhafi, après avoir été lynché par la foule et tué, fut enterré au milieu du désert en un lieu tenu secret. Il y a une volonté effectivement de faire disparaître le corps parce que à chaque fois qu'on parle d'une dictature ou d'une autocratie, on est dans des régimes qui sont particulièrement liés à une figure, c'est-à-dire le pouvoir est incarné dans un leader, ce qui est évidemment très différent d'un régime démocratique où par nature on a une succession de présidents, une succession de premiers ministres, et où donc il n'y a pas véritablement d'incarnation du pouvoir dans une seule figure qui serait la figure sacrée du régime. Là, la circonstance en ce moment, dans la lutte des factions que connaît la Libye, il est évident que la détention du corps de Kadhafi serait extrêmement importante. Parce que là, il y a des luttes intenses pour le pouvoir. Donc il est évident que de l'avoir enterré de façon sommaire dans un endroit inconnu permet d'éviter d'aggraver la situation en Libye. À un moment où le fils même de Kadhafi pense se présenter aux élections. Donc ce sont des corps très encombrants et qu'il faut absolument empêcher de revenir à la surface. Car ils sont source de déséquilibre fondamentalement pour les institutions politiques. Au fond, ce qui arrive à Kadhafi, c'est la jurisprudence Hitler. La jurisprudence Hitler, qui est la jurisprudence de Nuremberg, au fond, c'est de faire en sorte que les chefs nazis, Hitler au premier chef, les chefs nazis ne puissent pas devenir quelque chose après leur mort. Donc leur corps disparaît totalement.
Himmler, après son suicide, est enterré dans un lieu totalement indéfini, non connu, dans la plaine de Lüneburg. Les ossements d'Hitler terminent dans une boîte des archives du KGB. Cette jurisprudence Hitler est appliquée à Ben Laden au moment où les services militaires américains l'abattent. Hein. Il est ensuite perdu en mer. Donc ce qui s'est passé pour Hitler se passe pour Ben Laden, et se passe également pour Kadhafi. Il s'agit d'éviter tout point de ralliement, toute abcès de fixation qui perpétuerait le souvenir, donc le charisme, donc la puissance du dictateur haï. En Roumanie, un autre dictateur fut abattu en 1989 avec sa femme, après un simulacre de procès. Nicolae Ceausescu. Et lui aussi, on fit rapidement disparaître son corps. Se dépêcher de se débarrasser du corps, c'est aussi parce qu'on sait la puissance symbolique de ce corps. C'est-à-dire que ce soit Kadhafi, Ceausescu, on sait qu'ils peuvent revenir parce qu'ils ont des supporters, parce qu'ils ont des gens qui continuent à les considérer comme des personnes sacrées. Et il y a donc toujours moyen de les remettre en selle, tant qu'ils existent physiquement. Donc il y a une volonté de faire disparaître la possibilité d'un retour. Et puis il est bien sûr hors de question d'avoir un vrai procès. Si vous faites un procès, ça veut dire qu'il va parler. Ça soit Kadhafi, Ceausescu, Mussolini. Ils sont des dossiers, ce sont des dictateurs. Donc ils ont forcément des informations sur toutes sortes de gens. Et sur les élites qui les abattent. Évidemment, il faut en finir vite. Pas de procès. Par ailleurs, dans le fait de montrer l'exécution, donc de la rendre publique, il y a une volonté également de montrer que cette exécution est légitime, puisqu'elle est montrable. Ceausescu est exécuté devant les caméras pour que le régime issu de la Révolution populaire puisse être oint, si vous voulez, ou puisse être nimbé de cette légitimité juridique et judiciaire. Fotografiile incluse în acest album. Album găsit în palat. L'attachement du peuple au dictateur n'arrive jamais par hasard, comme le montrent admirablement les exemples communistes. Quand Lénine, l'initiateur de la révolution russe de 1917 et fondateur de l'URSS, meurt à Moscou, le peuple se presse à ses funérailles. Il sera embaumé, puis inhumé dans un mausolée en marbre. Lénine meurt en 1924, il a 53 ans, c'est lui qui a été à la fois le fondateur du parti bolchevique qui est devenu le parti unique, parti communiste unique dès le début des années 20, et c'est lui aussi qui donc a été l'homme de la révolution d'octobre qui a fondé le régime communiste en Russie. C'est-à-dire qu'en gros on peut dire qu'il n'y aurait sans doute pas eu de révolution d'octobre s'il n'y avait pas eu Lénine. Et donc l'ensemble des leaders du parti bolchevique a besoin de pérenniser cette image du fondateur qui est hyper importante dans la Russie soviétique. C'est un moyen de stabiliser le régime et c'est vrai que derrière ça, il y a l'idée aussi qu'un être exceptionnel comme Lénine ne peut jamais mourir. Dans le cadre communiste soviétique, il y a clairement un transfert de sacralité qui est opéré. Du religieux qui est démonétisé, qui est vidé de sa substance, parce que la religion c'est l'opium du peuple et c'est l'aliénation, vers le politique. Donc on se retrouve dans cette situation paradoxale où un régime qui est ouvertement athée, qui professe l'athéisme, reprend à son compte les trucs, on peut dire, ou les méthodes de l'Église orthodoxe. Le fait de l'embaumer et donc de le projeter dans l'éternité, cette méthode-là est très clairement tirée du culte des saints en vigueur dans l'Église orthodoxe. Il s'agit de sacraliser l'État par et à travers la figure et le corps de son chef.
Et d'ailleurs, à la suite de la création du mausolée et de l'embaumement du corps de Lénine, un conte va se développer dans la population, une histoire qui s'appelle le Lénine intelligent. Et c'est l'idée que Lénine, toutes les nuits, en fait, se relève et part regarder ce qui se passe dans le pays, donc entre dans telle réunion du bureau politique pour vérifier que le communisme est bien en train de se mettre en place, et il repart rassuré se recoucher dans son mausolée. Donc on a vraiment l'idée d'un Lénine en fait vivant qui continue à veiller sur l'évolution du régime. Et il y a tout de suite un enjeu stratégique pour les membres de la direction du pays. Il faut impérativement se montrer aux côtés du dirigeant défunt. Lénine est mort, mais on est au plus proche de son cercueil, et au-delà de ça, lorsque le corps est exposé sur la place rouge, on voit les principaux dirigeants du parti bolchevique se tenir comme ça, comme des statues vivantes autour du catafalque, pour faire cercle autour du chef, faire cercle autour du sein de la révolution, pour montrer qu'on en est proche. Et celui qui va être le plus efficace pour capter l'héritage du dirigeant défunt, c'est son successeur, Staline. Ce que va faire Staline, il va se couler dans le corps de Lénine et il va se poser comme le continuateur de Lénine. Ce qui est très intéressant dans le cas stalinien, c'est de voir l'opération qui fait que Staline, qui n'a pas justement les capacités de Lénine, a l'intelligence de se dire « je vais reprendre à mon compte le corps de Lénine et je vais m'y associer ». Il va devenir l'héritier de Lénine. D'où la construction du mausolée de Lénine, qui fait que, précisément, Lénine va devenir un véritable saint pour cette nouvelle Union soviétique. Le culte du saint fondateur de l'État communiste va donc servir le pouvoir de Staline. Il va même organiser des pèlerinages réguliers au mausolée de la Place Rouge. Et donc il y a tout ce cadre célébratif, il y a des défilés, il y a toutes sortes de choses, sachant pertinemment que, puisqu'il est le continuateur de Lénine, aller célébrer la figure de Lénine embaumé, c'est en même temps célébrer la figure vivante de Staline. Au fur et à mesure, nous avons un phénomène de glissement d'image. Alors que, n'oublions pas, Lénine était opposé à la fin, et sa veuve Krupskaya, sa femme, avait dit surtout ne l'embaumez pas. Car, n'oublions pas, Lénine était un adepte du marxisme scientifique à caractère rationnel. En dépit de ses dernières volontés, le corps de Lénine est donc détourné. Il est totalement détourné. S'y ajoute le communisme comme étant l'expression d'une religion, et à la fin, Staline apparaît comme un dieu, le dieu vivant de la Russie. Staline va régner sans partage sur l'URSS pendant près de 30 ans. Il y met en place une dictature implacable, mais se crée en même temps une image de petit père des peuples qui va atteindre des proportions incroyables. À sa mort en 1953, c'est tout un pays qui se presse aux funérailles du dictateur défunt, dans une cérémonie rassemblant des dizaines de milliers de personnes éplorées. Il faut se souvenir, quand Staline est mort, combien le peuple était motivé, on voyait le peuple russe en pleurs, en larmes, ça a duré très très longtemps. Il y a eu ces défilés devant la dépouille de Staline. Donc il y a là une expression, évidemment, qui nous est étrangère à nous. La politique n'est plus le domaine de la raison comme ça peut l'être dans nos démocraties. La masse réagit, non pas à la raison, mais réagit à l'émotion.
le deuil qui accompagne la mort de Staline en 1953 est un deuil mondial. Ça touche l'URSS, mais ça touche le monde entier, tant Staline est réputé en 1953, au moment de sa mort, pour être non pas le boucher de l'Ukraine ou l'assassin de son peuple lors de la Grande Terreur, mais est consacré comme étant le grand vainqueur de la guerre contre le nazisme. La contribution des Russes fut en effet décisive pour la victoire sur les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais Staline fut aussi le bourreau de son peuple. Il provoqua la mort de nombre de ses concitoyens entre famine et répression politique impitoyable. Il est néanmoins inhumé dans le mausolée de la Place Rouge, aux côtés de Lénine. Mais quelques années plus tard, ces crimes sont dénoncés dans le fameux rapport Khrouchtchev. Dans ce rapport secret, Khrouchtchev dénonce ce qui va devenir donc le culte de la personnalité autour de la personne de Staline et dénonce les déviations par rapport à la ligne qui avait été mise en place par Lénine, dénonce les crimes de Staline. Donc il y a une volonté de retourner aux sources et de dissocier la figure de Staline de celle de Lénine. Et évidemment, c'est un pari que fait Khrouchtchev, un pari pour finalement relancer autrement un régime qui malgré tout était un peu à bout de souffle à la fin de la période stalinienne. Donc à partir de là se pose la question de savoir que faire de cette figure qui est associée directement à la destruction de millions de personnes. Et c'est là que, en octobre 1961, de façon, je dirais, quasiment clandestine, de nuit, on ferme la zone et on va donc faire sortir cette dépouille embaumée de Staline du mausolée et on va l'enterrer tout près du mur du Kremlin. Pourquoi tout près du mur du Kremlin? Pour une raison simple, c'est que c'est surveillé jour et nuit. Et donc pas question de pouvoir emporter ce corps. Ce qui est intéressant, c'est que là, on passe de l'apothéose à la damnatio memoriae. La damnatio memoriae, c'est une procédure religieuse et politique, c'est la même chose à Rome, hein, la religion et la politique, c'est exactement la même chose. Une procédure religieuse et politique qui consiste à, comme le dit l'expression, à damner, à condamner la mémoire de quelqu'un. Eh bien, c'est un peu ça qu'on a fait avec Staline. On a opéré une damnatio memoriae. Alors, elle n'est pas allée jusqu'à son terme, parce qu'à Rome, on aurait non seulement enlevé le corps, mais on l'aurait détruit. Et par ailleurs, on aurait effacé Staline de la mémoire publique, des places publiques, des rues, etc., ce qui n'a pas été fait. Hein. Là, on a choisi une forme de moyen terme. Mais c'est bien cette idée-là. Pour que le régime survive et se survive à lui-même, il faut condamner la mémoire de celui qui l'a, au fond, si mal incarné. Un autre dictateur célèbre n'a jamais été ni condamné, ni déplacé de son mausolée. C'est Mao Tse-tung, en Chine. Dès sa mort en 1976, sa dépouille embaumée est exposée place Tiananmen. Il a pourtant lui aussi causé des millions de morts dans son propre pays, entre famine et répression politique. N'oublions pas quand même ce point fondamental, c'est que quand Mao Tse-tung est arrivé au pouvoir, son chinois, j'allais dire comme langue, n'était pas compris par une bonne partie des Chinois. Et il y a eu ce processus d'unification, d'intense transformation, et tous les leaders qui se sont succédés, je pense à Deng Xiaoping, les grandes réformes, 1978, etc., à aucun moment, qui ont opté pour la modernisation, se sont posé la question de l'évacuation potentielle de Mao Tse-tung en tant que figure tutélaire. Mao, certes, est le fondateur d'un régime communiste, mais il est surtout le fondateur d'une Chine puissante
Et cette Chine puissante, elle peut se pérenniser, y compris dans la période actuelle où on a une sorte de syncrétisme étrange en Chine entre le capitalisme et le communisme. Si la figure de Mao peut continuer à durer en Chine, c'est parce que c'est une figure nationale, c'est une figure impériale, c'est une figure qui a redonné de la puissance à une Chine qui avait été divisée par les seigneurs de guerre avant l'arrivée au pouvoir de Mao. Mao est peut-être moins présent dans les discours, mais il reste la figure tutélaire centrale, celui qui a fait la Chine nouvelle. Et le Parti communiste chinois, on ne le voit pas dire du jour au lendemain, on va se débarrasser de la figure de Mao Tse-tung. Puisqu'au fondement de son pouvoir, il y a Mao, quels que soient ses errements, ses erreurs. Il est en revanche un endroit où l'on est toujours aujourd'hui dans l'adoration, c'est la Corée du Nord. Quand Kim Jong-il, le père de l'actuel dictateur Kim Jong-un, est mort en 2011, ce fut un déferlement de douleur dépassant l'entendement. C'est pas du cinéma. Moi, je crois que ce qu'on a du mal à comprendre, surtout nous du côté des démocraties, c'est que ces mouvements communistes, aussi divers soient-ils, que ce soit pour la Corée, la Russie, la Chine et autres, sont des mouvements qui ont été l'expression de ce qu'on appelle une véritable religion de la politique. Là, on s'adresse à des croyants. Je crois que c'est très important. On s'adresse à des fidèles, à des adeptes du communisme, qui expriment leur foi de façon spectaculaire au moment des obsèques, et pour lesquels il y a un véritable attachement. Je pense que beaucoup de gens sont en deuil à ce moment-là, parce que malgré le caractère criminel du régime, malgré ses insuffisances et ses échecs, la famine, la figure du chef apparaît comme une figure paternelle, protectrice, quasi divine au fond, avec cette dynastie comme ça familiale qui se perpétue de fils en petit-fils, etc. Il y a une forme d'attachement affectif, filial, familial à la figure d'un père de la nation, que l'on révère et que l'on pleure, oui. Même quand la démocratie est revenue, le corps du dictateur reste encore et toujours un problème. En Espagne, Francisco Franco, mort en 1975, avait fait construire un immense mausolée où il est enterré. C'est toujours un lieu de pèlerinage pour de nombreux nostalgiques. Chaque année, vous avez là pour le coup, une célébration officielle, hein, puisqu'il s'agit de l'Église catholique espagnole, qui, avec des dizaines de prêtres, va rendre hommage et fait des messes solennelles à l'anniversaire de la mort de Franco. Franco qui a sauvé l'Espagne du bolchevisme, qui a sauvé le christianisme, etc. etc. Et lors de ces cérémonies, vous avez plein de gens venus de toute l'Europe, tendant le bras dans des saluts fascistes tout à fait explicites, hein, et célébrant l'héroïsme des combattants, alors de l'Europe chrétienne ou de la race blanche ou que sais-je encore, contre toutes les figures de l'altérité, les communistes, les juifs, les noirs, les femmes, les homosexuels, tout ce que vous voulez, bref, tout ce que ces héros ont combattu si courageusement entre 1933 et 1945. Mais alors, pourquoi ce gigantesque mausolée existe-t-il toujours aujourd'hui ? C'est toute l'ambiguïté de l'héritage franquiste en Espagne. C'est tolérant en Espagne parce qu'au fond, le régime espagnol actuel et la monarchie espagnole actuelle a été installée par qui ? Par Franco. Très difficile quand même de se désolidariser totalement de Franco quand Juan Carlos, père de Felipe, le roi actuel, a été installé sur le trône par Franco.
En plus, Franco a fait enterrer avec lui dans son mausolée des corps de ses partisans fascistes, mais aussi de ses opposants républicains. Franco avait besoin de montrer qu'avec le mausolée, il allait ensevelir dans le même ensemble toutes les victimes de la guerre civile. C'était conçu comme une œuvre monumentale de recomposition nationale. C'est-à-dire que Franco a été l'homme de la réconciliation nationale en Espagne, entre guillemets. L'exemple de la mort de Franco montre de manière extrêmement aiguë la force et l'impact de cette fameuse vie post-mortem du bourreau ou du dictateur, qui est évidemment une vie immatérielle, une vie politique, mais néanmoins une vie. Donc il y a des effets qui posent des problèmes, qui ouvrent des questions. Il faut que ce lieu se transforme, prenne une autre dimension, une autre connotation, une autre symbolique, qu'il devienne un lieu de mémoire en hommage aux victimes du franquisme et du coup que les restes de Franco soient nécessairement transférés vers un autre lieu, un caveau familial ou un territoire privé, hors de l'espace public. Et transformer ce lieu, non pas en un lieu explicitement ou implicitement de glorification d'un dictateur, mais un lieu clairement de mémoire en hommage à ses victimes. Aujourd'hui, on parle même d'enlever le corps de Franco du mausolée. Une chose inimaginable à un endroit où est enterré un autre dictateur, en Italie, où le corps de Mussolini repose toujours dans une crypte qui attire tous les fascistes d'Europe. Il faut savoir que tous les ans, vous avez des néofascistes qui viennent. On estime en gros qu'il y a plus de 100 000 personnes qui viennent par an visiter le site. Et à côté du site, vous avez des vendeurs de souvenirs, de reliques, avec des bustes de Mussolini, etc., toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, si vous vous promenez en Italie, la figure de Mussolini est très importante, et peut-être le fait le plus grave, c'est qu'il est de plus en plus populaire. Au fond, il y a une forme d'ambiguïté dans le rapport à Mussolini mort, qui est bien homologique à l'ambiguïté qu'il y a au rapport au fascisme en Italie. Le fascisme en Italie, c'est un régime criminel, bon, mais c'est aussi, pour beaucoup d'Italiens, une forme de belle époque, avec une Italie puissante, avec un empire colonial, avec un État puissant, avec des trains qui arrivaient à l'heure, avec. Bon. Donc il y a ce rapport très, très ambivalent, hein, ce qui fait que aujourd'hui, la référence au fascisme peut être produite dans le discours politique. Des nostalgiques du fascisme peuvent tout à fait sortir du bois politiquement. Et si le corps de Mussolini avait disparu en 1945, les choses auraient-elles été différentes? Si on regarde bien les choses, le MSI se construit quand même à partir de cette histoire de reliques qui permettait de faire la jonction entre le régime fasciste et le néofascisme. Et donc, ça a joué un rôle essentiel, je crois, au moins pour le redémarrage du fascisme. Aujourd'hui, évidemment, cette figure tutélaire de Mussolini, elle est partout en Italie, hein. Tout le temps, tout le temps. On en parle tous les jours, tous les jours. Un autre dictateur hante toujours les esprits des années après sa mort, c'est Saddam Hussein. Le dictateur irakien a été jugé, pendu et enterré dans son village natal, mais cela pose toujours des problèmes au nouveau pouvoir en place. C'est vrai que dans le cas de l'Irak, post-Saddam Hussein, qui n'est absolument pas, je veux dire, un pays politiquement stable,
où il y a une grande remise en cause de ce qui a été fait par la suite par les Américains, beaucoup d'extrémisme politique, énormément d'attentats. Dans ce genre de pays, eh bien, la figure, le corps de Saddam Hussein et le fait qu'on ait encore beaucoup de disciples de Saddam Hussein peut jouer un rôle politique important. Dès l'instant que se développe une forme de nostalgie, éventuellement, d'une période où l'Irak paraissait stable, certes sous une dictature, mais où on ne risquait pas d'avoir une bombe qui explose le lendemain. Donc, incontestablement, une tombe et un corps de dictateur peut avoir un rôle politique. Pour régler ce problème, il existe aussi une autre solution, c'est l'exil. C'est ce qui est arrivé au maréchal Mobutu, qui dirigea le Zaïre dans le sang pendant plus de 30 ans et mourut au Maroc après avoir été chassé du pouvoir. Il y fut enterré en catimini en 1997 et il est toujours hors de question que son corps revienne dans son pays. Ce qui montre d'ailleurs que, à contrario, qu'il n'a pas su développer des points d'ancrage suffisants aussi dans sa société pour asseoir un véritable culte, etc. Donc ça veut dire quand même des choses profondes sur les limites elles-mêmes de Mobutu. Le fait qu'il soit enterré à l'extérieur signifie que précisément il n'y avait pas cet humus qu'on retrouve dans les autres sociétés et qui ont permis à ces dictateurs d'éclore une forme de pouvoir tout à fait spécifique, singulière, et qui a fait qu'ils ont marqué et qu'ils ont continué de marquer leur temps après leur mort. On se rend compte dans le long terme de l'histoire, en l'occurrence si on se limite au 19e, 21e et 21e siècle, que la meilleure manière de s'occuper, ou de ne plus s'occuper plutôt de la personne et du corps du dictateur, c'est l'exil. Dans les circonstances de l'exil, hors de leur cadre de référence, ils sont rendus au fond, pour reprendre les termes de Bossuet, ils sont rendus au destin de toute chair. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus rien. Ils retournent poussière, en ayant été poussière. Les dictateurs ont toujours une postérité contrariée, mais certains plus que d'autres. Au Chili, le général Pinochet fut incinéré à sa mort, alors qu'il était catholique, car sa veuve craignait que sa tombe ne fût vandalisée. Et en Argentine, le général Videla, responsable de plus de 30 000 morts quand il était au pouvoir, ne put être enterré dans son village natal, car les habitants refusèrent d'accueillir son corps. Eux, ce sont des militaires, avec un positionnement qui est un petit peu plus restrictif que les dictateurs que nous avons examinés jusqu'à présent, hein, qui étaient des politiques, j'allais dire, à part entière. Ça change parce que je dirais qu'ils se positionnent sur le plan de l'échiquier politique beaucoup plus du côté d'une droite réactionnaire, où joue en particulier la matrice anticommuniste, qui est extrêmement importante. En réalité, leur soutien va très vite s'effriter. Ça va très vite s'effriter, et on comprend qu'au moment de leur mort, leur corps soit particulièrement encombrant. Parce que, évidemment, il y a eu toutes les exactions qu'on connaît pour l'Argentine, tous les disparus, la répression absolument aveugle sous Pinochet, le recours systématique à la torture. En Argentine, les enfants qui ont été enlevés, etc. Ils vont pratiquer une répression qui est absolument épouvantable. Mais ces deux dictateurs sont morts de nombreuses années après avoir quitté le pouvoir, ce qui changea aussi beaucoup de choses pour leur postérité. Ça me fait penser à un texte, si vous permettez que je peux peut-être le lire. C'est une lettre qui a été rédigée 2 jours après la mort de Videla. Une lettre adressée à la famille
de Jorge Videla, rédigée par un journaliste argentin. Et cette lettre, en fait, elle résume toute la problématique. Vengeance, pas vengeance, dignité, pas dignité, que faire de ces corps? Et bien évidemment, la solution adoptée est la solution la plus démocratique, c'est-à-dire refuser de reproduire la violence politique et refuser de traiter le corps du bourreau de la même manière que le bourreau a traité le corps de ses victimes. Et ça, c'est la démocratie. Famille Videla, voilà le corps. Emmenez l'enveloppe de votre parent. Vous disposez d'un corps. Vous constaterez que vous le recevez sans brûlure ni hématome. Nous aurions pu le frapper au moins. Il ne l'aurait pas volé. Mais nous préférons ne pas faire ce qu'a fait ce corps que vous allez enterrer. Nous ne l'avons pas jeté depuis un avion. Nous ne l'avons pas encouragé à balancer à coups de décharges électriques. Nous ne l'avons pas violé. Nous ne lui avons pas posé son enfant sur la poitrine pendant qu'on lui appliquait la gégène. Nous ne l'avons pas fusillé pour prétendre qu'il est mort dans un affrontement. Nous ne l'avons pas coulé dans du béton. Nous ne l'avons pas enterré n'importe où, sous X. Nous ne lui avons pas volé ses petits-enfants. Voilà le corps, il est à vous. La société argentine d'un côté, la société chilienne de l'autre, a travaillé sur son passé. En l'occurrence, le régime tortionnaire, meurtrier, mafieux de l'un et de l'autre ont fait l'objet d'un travail d'historien, d'un travail juridique et judiciaire, de retour sur ces crimes-là. Dès lors, lorsque ces gens-là sont morts, ils ont été contrariés dans leur dernière volonté. Ni l'un ni l'autre n'ont pu être enterrés là où ils le voulaient. Ce destin contrarié, ce destin post-mortem contrarié, est aussi dû au délai qui existe entre le moment où ils ont quitté le pouvoir, où ils ont dû quitter le pouvoir, et le moment où ils sont morts. Dans ce délai-là, la société a changé, et Videla comme Pinochet sont devenus des incarnations du crime, voire de l'horreur. Bonjour. Le mystère de l'enlèvement du cercueil du maréchal Pétain reste entier. Les enquêteurs... En France aussi, il y eut un jour un problème avec un corps très symbolique. En 1973, des admirateurs d'extrême droite du maréchal Pétain décidèrent d'enlever le corps de celui qui dirigea la France pendant la Deuxième Guerre mondiale et collabora étroitement avec les nazis. Ils voulaient l'enterrer à Verdun. Là-bas reposent de nombreux soldats dont Pétain était le chef pendant la guerre de 14-18, quand il n'était pas encore collabo. On a maintenu pendant des années cette fiction, au fond, que Pétain avait réussi à protéger les Français, jusque dans les années 70, au milieu des années 70. On va maintenir tout ça, grosso modo, une figure paternelle de Pétain, jusqu'au moment où les archives allemandes m'ont révélé que Pétain, effectivement, a été un collaborateur assidu du nazisme. Et puis, pour un certain nombre de choses, c'est lui qui a retouché de sa main le statut de l'exclusion des Juifs en France. Donc les choses là sont tout à fait claires sur ce plan. Et là, on voulait montrer que, en remplaçant potentiellement Pétain à Verdun, cela permettrait d'oblitérer toutes ces fautes, toutes ces erreurs commises pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu le sens de l'affaire. Cette équipée finira lamentablement, ses auteurs seront arrêtés et le corps de Pétain à nouveau relégué sur l'île-Dieu. Les gens qui ont fait ça sont des nostalgiques du régime de Vichy et des admirateurs du maréchal Pétain. Donc dans leur cadre de pensée à eux, qui n'est pas républicain, qui est celui de la Révolution nationale, un petit peu matiné de sacralisme catholique, traditionnaliste, etc., le corps n'est pas un corps, le corps est une relique. Et Pétain est un saint, à leurs yeux. C'est pas très surprenant qu'effectivement, de Lénine à Pétain, on retombe toujours, en passant par Franco, Hitler, Mussolini, etc., on retombe toujours sur ces modes de pensée. Le corps du dictateur est un lieu très particulier, un lieu très mystérieux où s'opère une incarnation. Voilà. Parce qu'ils sont porteurs
d'une forme d'essence de la nation. Ils sont les gardiens de cette essence. Et il y a l'idée qu'à partir de là, on nie la mort, on peut nier la mort. Par-delà la mort, on a toujours cette communication comme si ces dictateurs s'inscrivaient dans l'éternel. Ce qui fait finalement la place d'un corps de dictateur dans le paysage politique, c'est l'idée qu'en fait une personne exceptionnelle ne meurt pas et qu'on est donc dans la volonté de maintenir cette fascination pour une épopée, pour un moment, pour une personne de manière indéfinie. Donc il y a en fait une très grande difficulté à faire mourir les dictateurs. Pour les partisans, il faut toujours mettre en cause la mort ou en tout cas réussir à maintenir effectivement vivant d'une manière ou d'une autre la figure du dictateur. Sentiment d'éternité, négation de la mort, un dictateur ne meurt donc jamais vraiment totalement. Les démocraties qui lui succèdent doivent toujours se battre contre cet héritage empoisonné et toujours rester vigilantes devant une menace jamais totalement éteinte.